Alors bonjour, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette table ronde un peu matinale un samedi matin. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'association des Amis de l'Université. Donc c'est dans ce cadre que nous intervenons. Je suis plus particulièrement, je m'appelle Geoffroy Logo, je suis responsable de l'organisation des cours et des conférences des Amis de l'Université pour le Nord, mais c'est une association qui existe également dans l'Ouest et dans le Sud, qui est même certainement un peu plus vivace dans ces autres lieux. C'est une association qui n'a pas de but lucratif évidemment, mais qui est là pour essayer de vulgariser du savoir, pour organiser du débat dans la société civile. Donc cette association ne vit que des soutiens et des cotisations de ses adhérents, et éventuellement de soutien de certaines fondations. Voilà, et la plupart des intervenants sont, comme aujourd'hui, entièrement bénévoles, donc prennent leur temps, ce qui fait partie certainement de leur éthique et de leur devoir professionnel, mais prennent leur temps pour essayer de susciter du débat. Je pense qu'il va y en avoir ce matin, en tout cas c'est un peu le but, de susciter du débat autour de sujets de société, ou éventuellement d'inviter un certain nombre de professeurs, de chercheurs à communiquer leurs recherches sous une forme audible, on l'espère, en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder la question de la crise sanitaire, de la pandémie, à partir de cette idée très simple qu'on a un peu le nez dans le guidon, si j'ose dire, si vous me permettez cette familiarité, on a un peu le nez dans le guidon depuis plus d'un an maintenant, autour de ces questions. Un certain nombre de décisions politiques, économiques, sanitaires nous sont imposées, plus que proposées, ce qui est le propre d'un phénomène d'urgence également. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de débat, ou peut-être que nous manquons de clés pour en comprendre les différentes dimensions. Donc, la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cette table ronde, ce débat, c'est pour trouver un espace de réflexion, de discussion, moins de polémique que de débat. L'objectif, c'est simplement de proposer quelques axes de réflexion un peu différents. Alors, je ne vais pas présenter les différentes personnes qui sont autour de cette table, mais chacun va se présenter au fur et à mesure. Mais nous aurons un regard qui est plus médical, un regard qui est peut-être plus associatif, des regards qui sont également plus éthiques, politiques, philosophiques. Voilà. L'enjeu pour l'organisation, c'est tout simplement que chacun prenne la parole pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, voilà, pour qu'on laisse ensuite une petite heure de débat et d'échange entre nous, c'est-à-dire entre vous et nous, également, pas seulement entre nous, parce que nous avons déjà discuté, on a commencé à identifier les points d'accord et de désaccord, et l'intérêt c'est surtout de discuter avec vous, d'échanger avec vous, autour de cette crise qui est à la fois sanitaire, économique, politique, comme vous le savez. Voilà. Donc je vais d'emblée laisser la parole à un de mes camarades, Didier Bourse, qui va ouvrir le thème, présenter un certain nombre de perspectives, et puis nous ferons circuler la parole de cette manière-là, et nous réserverons la deuxième partie de la séance éventuellement aux échanges, sauf si une question, une précision, une intervention ne peut pas attendre cette deuxième partie de la séance. Voilà. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre présence nombreuse. Merci Geoffroy pour cette présentation. Donc je vais me permettre d'enlever mon masque parce que sinon avec les lunettes je ne vois rien du tout par la fumée. Et donc je me présente, je m'appelle Didier Bourse, je suis militant associatif depuis de nombreuses années.
participe à une institution qui s'appelle ATTAC. Je suppose que vous connaissez, sûrement beaucoup parmi vous la connaissent. Je voudrais juste préciser qu'ATTAC est une association d'action citoyenne qui s'est fondée sur le principe de la taxation sur les transactions financières et qui a pour objet l'éducation populaire de façon à conscientiser sur les problèmes de société au niveau social et environnemental et qui a pour objet, bien sûr, de tordre le cou, si c'est possible, au néolibéralisme qui nous enferme. Donc le positionnement de cette association est très clair. Je vais me permettre de faire un balayage de la situation telle que nous la considérons aujourd'hui, ce qui permettra de lancer le débat. Voilà, on n'est pas forcément d'accord avec les propos que je vais tenir, mais j'espère surtout que ça suscite cette expression dont nous avons tous besoin, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dénoncer en particulier le fait que la crise sanitaire est en train de condamner notre démocratie. La crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement accéléré la perte de confiance d'une grande partie de la population vis-à-vis du politique et a porté atteinte à l'image de la vérité scientifique. Au début de cette crise, le gouvernement a installé un comité scientifique qui devait être l'appui aux prises de décisions gouvernementales. La science, dans sa capacité à dire le vrai, allait permettre au cabinet présidentiel de prendre des décisions politiques éclairées. Or, les mesures prises par le gouvernement n'ont cessé d'être des atermoiements, des incohérences, voire des contradictions successives. Ainsi, le fameux épisode, parmi d'autres qu'on connaît bien, du masque inutile face au virus est devenu impératif quelques jours plus tard. Les revirements récurrents et les mesures autoritaires ont ainsi contribué à discréditer la réalité de la connaissance scientifique et sa capacité à orienter une gestion politique. Les scientifiques eux-mêmes ont alimenté cette crise de confiance. Nombre d'entre eux ont été invités par les grands médias sous couvert d'expertise et ont développé des propos souvent divergents, car le virus était mal connu dans son évolution et se sont exprimés parfois en dehors de leur domaine de compétences en tenant des propos contestables. La saturation des ondes par cette communication scientifique disparate a renforcé notre légitime faiblesse à discerner le vrai du faux dans cette crise sanitaire et à instituer progressivement le doute sur la vérité scientifique. De fait, l'opinion a découvert une science en tâtonnement, en doute permanent, avec des analyses qui interrogent plus qu'elles ne répondent à nos attentes. De surcroît, les pressions financières des lobbies pharmaceutiques ont largement jeté le discrédit sur la science. Ainsi, la prestigieuse revue scientifique Lancet s'est elle-même fourvoyée en publiant une étude mal vérifiée qui a participé à la manipulation de l'opinion et ouvert le champ au gouvernement qui a suspendu hâtivement la prescription par les médecins généralistes de l'hydrochloroquine en France en prétextant de cette publication scientifique. Les premières annonces en début de crise du président de la République promettaient d'agir contre le virus quoi qu'il en coûte, voire même de revenir à un état-providence et aux jours heureux d'après-guerre. Or, aucune mesure à la hauteur des besoins n'a été réellement mise en place. Pire, la gestion libérale de l'hôpital est plus que jamais d'actualité. Prix pour les soignants plutôt qu'augmentation sensible de salaire. Poursuite du travail en flux tendu des personnels et aggravation des conditions de travail qui conduisent toujours de nombreux soignants à la démission. Aujourd'hui, on compte plus de 150 000 démissions depuis le début de la crise. Manque crucial de lits de réanimation qui provoque des non-prises en charge de patients pour des maladies hors Covid et des mortalités accrues. Et pour compléter, un prochain budget de la sécurité sociale pour lequel le gouvernement affiche d'ores et déjà une économie de l'ordre de 4 milliards d'euros. L'image de la médecine est trop souvent reléguée aujourd'hui à une mesure comptable de la crise par l'évaluation de nombre de contaminations journalières, de patients hospitalisés, de décès et de lits occupés en réanimation, voire à l'évaluation de la bonne distanciation sociale selon le lieu et l'activité. Ensuite, dans un deuxième temps, d'autres intérêts que la santé publique semblent être mis en jeu. Le gouvernement a ainsi constitué un conseil de défense qui lui a permis d'asseoir par la loi d'état d'urgence
toujours reconduite, une autorité sans concertation démocratique et totalement assumée par le caractère autocratique de notre président de la République. C'est ainsi que malgré les nouvelles attentes exprimées en période de confinement en faveur du fameux monde d'après, plus écologique, plus solidaire, dirigé vers l'autosuffisance, l'économie la plus libérale est revenue en force sous l'autorité renforcée de cette loi d'urgence. Parallèlement, l'État a refusé tout engagement dans la recherche publique concernant les traitements du Covid-19. Seule la méthode engagée par le fameux docteur Raoul a été l'occasion d'un vrai débat sur nos mesures de lutte contre le virus. Le pouvoir politique s'est limité aux seules considérations hygiénistes qui allaient restreindre notre espace de vie dans nos gestes les plus intimes jusqu'à nos actions collectives. Par contre, le vaccin allait devenir l'objectif politique primordial, le Graal. C'était juste une question de temps. L'argent public, curieusement, est venu alimenter généreusement les laboratoires privés en les couvrant de tout risque de perte financière par des contrats totalement déséquilibrés. Pourtant, au 8 mars, seulement 2 millions de personnes avaient reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. Et on compte aujourd'hui seulement 25% des plus de 75 ans dans ces personnes. Le 2 mars, le ministère de la Santé reconnaissait que seulement un quart des 600 000 doses de vaccin AstraZeneca livrées début février avaient été utilisées. La désorganisation persiste, même sur le secteur cible de la vaccination, faute d'une stratégie de santé publique claire. La recherche publique est complètement mise à l'écart de la crise sanitaire. Pour exemple, l'Institut Pasteur et la recherche universitaire, alors que Sanofi, montré comme le fleuron de notre industrie pharmaceutique par le gouvernement, est hors course dans ce calendrier à la vaccination. Quant aux lits de réanimation, ils sont restés à un nombre quasi stagnant dans les hôpitaux. Cette limitation d'accueil en réanimation a été totalement assumée par le plan Ségur pour l'hôpital public, le gouvernement ayant fait d'autres choix financiers, tels le soutien aux compagnies aériennes. Cette situation de pénurie est grave en termes de soins, mais elle l'est d'autant plus qu'elle est opportunément mise en avant pour imposer des contraintes de plus en plus drastiques sur nos modes de vie et devient le chiffon rouge agité pour annoncer toujours davantage de mesures liberticides, incomprises comme la fermeture des lieux de culture ou des couvre-feux peu justifiables. L'État nous rend donc totalement dépendants de son bon vouloir dans nos faits et gestes personnels, sous prétexte de protéger notre santé, sans qu'à aucun moment il y ait débat sur ce que nous souhaitons. L'état d'urgence muselle tout notre fonctionnement démocratique institutionnel. La loi d'urgence est prorogée jusqu'au 1er juin, alors que sa commission de contrôle à l'Assemblée nationale a été supprimée. Qui a choisi qu'il allait privilégier les anciens plus vulnérables au Covid-19 à la jeunesse qui devient de plus en plus précarisée et en souffrance, privée de ses plus belles années? Même si le débat est difficile, pourquoi nous a-t-on privés de ce questionnement de fond qui conditionne toute la politique actuelle? Qui nous a demandé s'il était plus important de sauver les entreprises plutôt que l'hôpital public? Et même si la question n'est peut-être pas binaire, pourquoi refuser encore aujourd'hui à l'hôpital public de fonctionner correctement? Pourquoi considère-t-on que la culture, l'art, ne sont pas des besoins essentiels de notre société? Pourquoi les centres commerciaux ont-ils été accessibles quand les musées étaient fermés? Pourquoi les lycées sont-ils ouverts avec des risques de contamination fortes, en particulier aux heures des repas, alors que le pouvoir ferme quasiment les facultés au présentiel? Est-il plus sage de disperser les étudiants dans les chambres universitaires en télétravail? Pourquoi parallèlement prévoir une loi pour soumettre à de fortes sanctions les étudiants qui voudraient s'exprimer dans leur université sur des faits de société? Pourquoi parallèlement les écoles supérieures sont pour la plupart restées ouvertes? Où est donc la vérité médicale dans de tels choix? Pourquoi un état objectif de la situation sanitaire amène-t-il à des conclusions si différentes dans les mesures prises? La médecine et la santé publique deviennent ainsi prétexte à des manipulations, des mensonges opérés par le pouvoir politique
plus politicien que politique. Par une telle maltraitance par le politique, la science est de fait considérablement affaiblie dans son statut au sein de notre société. Depuis des décennies, le libéralisme prône l'individu au détriment du collectif pour se débarrasser des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs, pour disloquer les forces de résistance et aujourd'hui, sous couvert de vouloir protéger notre santé, l'État porte atteinte à notre bien-être, à notre bien propre, à notre individualité, à nos libertés de déplacement, d'agir, de manifester, à notre expression démocratique par des lois liberticides sans précédent. Loi pour la sécurité globale, loi du maintien de l'ordre, loi confortant les principes de la République, loi sur le séparatisme. Pourquoi tant de lois sur la sécurité quand aucun débat, ou presque, n'a lieu sur la politique de santé publique en pleine crise sanitaire? Où est la cohérence, sinon un choix répressif qui confisque notre démocratie? Le gouvernement tâtonne au gré des idées de ses communicants en cherchant à façonner l'opinion. Les grands médias nous abreuvent chaque heure, voire en temps réel, de discours anxiogènes, appliquant ainsi complaisamment la stratégie de la peur qui conduit souvent à la fabrique du consentement. Manipulation, mensonges et propagande sont à l'œuvre et deviennent les fondements de la stratégie gouvernementale. Nous constatons que notre démocratie est bien malade, mais son mal pourra devenir incurable. La société de surveillance, reconnaissance faciale par drone, fichage pour raisons syndicales, religieuses ou philosophiques, surveillance vidéo des rues généralisées, garde à vue préventive, se met en place à grands pas grâce à l'effet Covid. Les violences policières sont légitimées au regard de la quasi-absence des plaintes retenues face aux forces de l'ordre. Les nouvelles lois, si elles sont toutes adoptées, risquent d'accroître notre manque de liberté, c'est évident. Pourtant, des mouvements citoyens essaient coûte que coûte de se faire entendre, qu'ils soient ici du milieu médical ou de lieux de réflexion et d'action. Les théâtres aujourd'hui sont occupés à la manière du théâtre de l'Odéon. À La Réunion, occupé en Souquet, fait le siège de la fabrique à Saint-Denis en organisant chaque jour des soldats de cause, en partant de l'atteinte à l'assurance chômage jusqu'à la situation dramatique que subissent les lieux de culture à cause des restrictions d'ouverture. Derrière ce mouvement exemplaire, c'est tout le débat sur ce qui fait l'essentiel de notre société qui est posé. Entre la liberté de se bousculer dans des rayons d'un supermarché ou de pouvoir participer au spectacle vivant dans un théâtre. Et ce sera peut-être le départ d'un mouvement d'ampleur qui se construit pas à pas. Le monde d'après est encore dans les têtes. Et le volet écologique de cette pandémie, dont l'origine pourrait venir des atteintes violentes à notre biodiversité planétaire, nous oblige d'abord à une vision à la fois locale et mondiale de la situation, et surtout à reconsidérer notre monde marchand pour ses conséquences nocives au niveau sanitaire, social et environnemental. Il est peu de dire que nous sommes à un tournant. Cette table ronde est une belle occasion pour débattre de cette situation qui pourrait bien devenir irréversible. Ce n'est pas tomber dans la théorie des complots que de dire que notre société bascule et que le débat citoyen doit être plus que jamais réactivé si nous voulons que nos libertés fondamentales aient encore un sens. Merci. Bonjour à tous, c'est mon tour. J'enlève aussi le masque si vous voulez bien. Je suis Stéphane Gombaud, professeur de philosophie au lycée Lecomte de Lille, et j'enseigne cette année à des classes préparatoires le thème de la force de vivre, qui est particulièrement intéressant. On ne sait jamais, si ça vous fait réfléchir, on pourra aussi y revenir lors du débat. Ce matin, j'aimerais prendre un peu de recul après ce qu'a dit Didier. Merci beaucoup Didier. J'ai essayé de prendre aussi quelques notes, mais on ne va pas commencer à échanger tous les deux, ou avec. On va attendre un petit peu. Je m'intéresse en philosophie plus spécialement à toutes les questions scientifiques, et je ne vais pas non plus essayer de rentrer frontalement dans le genre de questions là,
et tournerai autour de ce que Didier a indiqué, la communication scientifique, le rôle des experts, ce qui s'est passé à Marseille avec le professeur Raoult et l'affaire, peut-être on peut l'appeler comme ça, de l'hydroxychloroquine, mais aussi on pourra peut-être en débattre tous ensemble à un moment donné. C'est effectivement ce genre de question aussi qui peut être vraiment intéressante et pour laquelle vous êtes venus. Mais je vais essayer, peut-être pour ne pas céder à la colère, ne pas céder aux passions, de prendre un peu de recul. On va voir si ça fonctionne. Parce que mon point de départ pour cette réflexion de ce matin, c'est que il y a un malaise. Et pas qu'un malaise dans la société, mais un malaise aussi pour les philosophes. Puisqu'on dit, avec une grande justesse, que la philosophie naît de l'étonnement. Année bénie, peut-être que 2020 pour les philosophes, je ne pense pas du tout, puisque, à mon avis, nous sommes beaucoup moins dans une situation propice à la réflexion, à la pensée critique, à l'exercice par soi-même de la réflexion, que noyé dans une espèce de truc, de choses, de machin, je ne sais pas trop comment le qualifier, nous sommes en train de vivre peut-être quelque chose qu'on devrait placer sous le signe de l'effarement. Je choisis le verbe effarer, qui est vraiment sans nuance, parce qu'il a gardé une grande violence. Et il veut effectivement dire ce que nous sommes peut-être en train de vivre. Nous sommes effarés, nous sommes frappés d'un trouble qui égare, qui rend hagard, qui rend hébété. Et l'infini terrible effara ton œil bleu. C'est un vers de Rimbaud. Mais ses yeux, ayant rencontré à quelques mètres la machine qui expirait, s'effarèrent d'abord, puis se fixèrent, vacillant d'une émotion croissante. La bête humaine, Zola. On aurait pu dire aussi peut-être que la situation est affolante, qu'elle est stupéfiante, puisque l'effarement qui règne dans les têtes et dure depuis des mois se poursuit, car rien ne change, ou plutôt tout change pour que visiblement rien ne change vraiment. Nous sommes donc de plus en plus hagards. Si le professeur s'avisait de l'interroger, Paul, hagard et le regard perdu, semblait revenir de si loin que toute la classe éclatait de rire. Gilles, c'est le crâne de l'heure. Elle haletait plus pâle que ses bras, secouait de frissons épouvantables, la figure convulsée, l'œil hagard comme si une chose horrible lui eût apparu. Maupassant, des contes. Confession d'une femme. Hagards, nous sommes, peut-être, depuis un peu trop longtemps, pour nous sentir aussi libres de réfléchir. Et cette hébétude que moi je ressens, je pense que d'autres dans la salle le partagent, peut-être même que ça a gagné vraiment beaucoup de couches de la population, les jeunes et les vieux, les professions, toutes les professions, pas seulement les restaurateurs, les moniteurs de ski ou les artistes. Et il y a donc une sorte aussi de paralysie peut-être qui s'installe petit à petit dans la société, un engourdissement et peut-être, alors là ça serait terrible, un effondrement des facultés intellectuelles, et ce que je fais peut-être en témoigne maintenant. Nous sommes vraiment dans un moment où le vague domine, les brumes s'amoncellent au-dessus de nos têtes, le réel s'émousse. Notre capacité aussi à nous projeter dans l'avenir devient de plus en plus incertaine. Nos lendemains sont opaques. De quoi sera fait le monde d'après? Est-ce qu'il existe même ce monde d'après? La réalité peut-être aussi devient farsesque. Oui. Juste dire que des fois, c'est le sentiment d'impuissance aussi. Oui. Je ne sais pas si ça peut en parler. Voilà. Rapidement, c'est là le sentiment d'impuissance. Peut-être, c'est pas le mot que j'avais choisi exactement, mais je pense effectivement, on est là, effectivement, avec quelque chose au fond de nous là qui nous dit mais on ne devrait pas être aussi faible, on ne devrait pas être
finalement aussi dérangé par ce qui se passe, puisque les choses sont peut-être pas si terribles, et pourtant, qu'est-ce que je peux faire, moi? Pas forcément grand-chose, cette impuissance peut-être, hein, si vous voulez, on va y revenir, mais il y avait aussi une autre question, une autre intervention? Non? Ou on continue? Plutôt. Alors, en tout cas, merci, effectivement. Peut-être ce début là pour insister sur le caractère un peu inédit de la situation que nous vivons et pas si à côté de la plaque que ça. Donc, considérant l'effarement et effaré moi-même en tant que philosophe, je vais essayer de rester particulièrement humble et revenir peut-être à des choses fondamentales comme l'usage du langage, puisque ce qui participe peut-être de ces passions mauvaises qui nous agressent, c'est le fait qu'un certain type de langage s'est extrêmement rapidement répandu un peu partout et une sorte de chant des sirènes qui nous a amenés vers des rivages où on risque tous le naufrage. En particulier, on peut avoir, si on prend un peu de recul, l'impression que de très puissants se sont, malgré nous, à l'encontre de notre plein gré, glissés dans nos façons de parler, des sortes de mots qui sont venus pour empoisonner nos discours. Vous les connaissez, ces mots: cluster, distanciation, geste barrière, asymptomatique, bien essentiel, cas contact, comorbidité, on peut continuer. Taux d'incidence, geste barrière, j'ai dit déconfinement, territorialisation, enfin, on est tous là-dedans. Et ça pose problème puisque le journaliste qui me parle et évoque la survenue d'un cluster ne sait peut-être pas lui-même ce dont il s'agit. Bon, c'est comme ça. Et certes, la liberté d'expression demeure malgré ces mots qui ont envahi nos façons de parler, et l'usage des mots est toujours aussi libre. Et il ne s'agit pas ici de refuser un anglicisme, il ne s'agit pas simplement de pointer l'imprécision dans l'usage de tel ou tel terme. Il s'agit d'autre chose, il s'agit de voir peut-être que ces mots tous renvoient à une sorte de représentation collective qui est piégeante, ou qu'on a l'impression d'être comme une sorte de piège pour notre réflexion. Est-ce que c'est exagéré? Est-ce qu'il faut véritablement sonner le tocsin? Là aussi, peut-être pas. Mais il semblerait, c'est aussi une première remarque de bon sens, qu'il faudrait mieux qu'on revienne à des expressions du genre il demeure des foyers de contagion, plutôt que de dire un nouveau cluster à Saint-Joseph, 36 clusters actifs dans l'île. Je ne vois pas ce que ça apporte, et peut-être qu'on reviendrait à une façon de faire directement orientée vers la compréhension mutuelle. Moi, j'ai été particulièrement embêté par la répétition sur les ondes du slogan « Le virus est là ». Le virus est là, oui. Nous sommes en guerre. Aussi, des choses comme ça. Alors j'ai trouvé la formule pour contrer le virus est là, nous sommes en guerre, et les autres... alors quoi, les autres mots d'ordre si paralysants, c'est expecto patronum. Non? Oui? Peut-être, je ne sais pas. Ben, c'est pas notre philosophie. Quoique... Il y a aussi asymptomatique à la place de porteur sain. Un porteur sain n'est pas malade, alors qu'un asymptomatique est censé être malade. Effectivement. Oui. Bon, j'ai déjà sans doute utilisé la moitié de mon temps. À peu près. Donc on va essayer de continuer un tout petit peu. Quoique j'ai commencé à dire que le philosophe était relativement impuissant. Seulement, il y a quelque chose qui nous menace véritablement, et la tâche du philosophe a quand même été historiquement d'essayer de le combattre, c'est le conformisme. Le conformisme rampant, en particulier quand il est alimenté par ce moteur très puissant qu'est la peur.
Depuis un an, si nous avons accepté de nous adresser aux autres en disant tous à peu près la même chose, en employant les mêmes mots, c'est peut-être aussi parce que nous sommes dans un climat de peur et ça, voilà, ça agit très puissamment sur nous. Le conformisme, à vrai dire, la façon de se comporter comme si on n'était pas véritablement un individu responsable de ses paroles, c'est quelque chose d'universel, on n'a pas inventé. Il n'est pas forcément non plus si difficile à combattre. D'une certaine façon, quand on l'identifie, aussi, il tend à s'évanouir et on retrouve une marge de liberté, fort heureusement. Nous ne sommes pas plus influençables qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Peut-être que pour mieux comprendre, il faut revenir, du moins c'est comme ça que je vais essayer de voir les choses, à l'origine de cette peur. De quoi avons-nous véritablement peur? À mon avis, j'appellerais ça le régime de peur. Le régime de peur actuel est assez paradoxal, puisque d'une part, nous n'avons pas peur d'un terrible virus, parce que nous savons que le virus, par sa mortalité, n'est pas si terrible que cela par rapport à d'autres virus. Et donc, l'objet de notre peur n'est pas là. Et peut-être que nous avons finalement peur de nous-mêmes. C'est peut-être ça qui est si dérangeant, si grave. Nous avons peur de nous-mêmes, parce que nous avons peur d'être infectés par le virus et de le transmettre aux gens qu'on aime. Nous avons peur d'être le relais de transmission du virus dans quelque chose comme une chaîne exponentielle. Nous avons peur d'être pointés du doigt comme l'irresponsable qui, dans son entreprise, a fait venir la Covid-19. Nous avons peur d'être le policier qui, en arrêtant les gens pour leur mettre des amendes, est là en train de leur transmettre en même temps la Covid-19 et peut-être celle de leur destin après à l'hôpital. Donc nous avons peur de nous-mêmes, beaucoup plus peut-être que d'autres choses. Et c'est ça aussi qui est peut-être assez difficile à vivre aujourd'hui. Parce que haro sur les jeunes qui, dans cette brève partie à côté de Rennes, à 300 se sont éclatés jusqu'à la fin de la nuit. Oui, vraiment, ils sont terribles. Peut-être pas tant que ça. Mais moi, quand je vais chercher mon enfant à l'école, peut-être que je me contamine grâce à lui, à cause de lui, et peut-être que je vais contaminer d'autres personnes. C'est véritablement une espèce d'angoisse qui se répond aussi avec une certaine paranoïa que nous sommes confrontés. Alors, bien sûr, là je rejoindrai Didier. Cette angoisse, il faut aussi peut-être un peu la dégonfler comme une baudruche. C'est l'angoisse de Nanty. C'est l'angoisse d'urbains interconnectés, pétrolo-dépendants, s'attendant à un prochain effondrement. Pour notre conférence, je suis particulièrement sensible à cette thèse de l'effondrement. Je pense qu'on n'en est pas si loin que ça. Du moins que nous ne faisons rien pour empêcher sa survenue. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc je terminerai peut-être, essayer de lancer une dernière idée après cette idée du régime de peur auquel nous sommes confrontés, en revenant à quelque chose de simple bon sens. Qui est le fait que toutes les crises, celles que nous vivons comme celles qui l'ont précédée, sont en règle générale extrêmement révélatrices. Une crise révèle quelque chose qu'on refuserait autrement de voir, en particulier nos contradictions, puisqu'elles sont nourries, elles les alimentent aussi en retour. La crise, alors c'est le terme qu'il faudrait employer, est apocalyptique. Non pas au sens où elle amène la fin du monde, mais où elle révèle véritablement quelque chose qui autrement resterait tapi dans la confusion de nos représentations. Alors peut-être là je vais reprendre des choses simplement. Donc c'est une crise qui révèle des contradictions profondes, nos contradictions d'individualistes qui commencent à se soucier du collectif. Tu peux l'entendre. C'est aussi la crise qui souligne nos contradictions de consommateurs qui sont de moins en moins producteurs,
nos contradictions de contribuables endettés qui sont aussi des pris en charge par l'assistance, nos contradictions de malades imaginaires, mais qui peuvent mourir, nos contradictions de citoyens, mais qui voudraient tant être anarchistes, de démocrates éclairés, mais qui s'engagent si peu en politique, de responsables affairés, mais qui ne sont pas forcément responsables de grand-chose, si ce n'est peut-être d'un bilan comptable. Nos responsabilités aussi, parfois, de personnes qui voudraient avoir un rapport d'humain à humain, parce qu'effectivement, nous vivons en nous enrichissant les uns et les autres par des échanges quand nous sommes dans la proximité, et qui évitons aussi cette proximité en nous réfugiant derrière toute une série de choses, des lois, des décrets, de la bureaucratie, des modèles, des types de comportements, etc. La contradiction, les contradictions que je viens de souligner, c'est effectivement pour moi le principal sujet de débat. Plus que, là c'est quelque chose que je laisse à titre d'hypothèse justement pour ouvrir le débat, qu'une soi-disant crise du savoir que je ne crois pas du tout apercevoir dans ce que nous avons vu. À mon avis, il n'y a pas de vraie crise scientifique aujourd'hui. Le virus n'a rien révélé de notable à cela. La science a toujours été une sorte de lieu où des paroles multiples s'affrontaient, et où précisément ce qu'on peut appeler vérité naissait de cet affrontement des thèses et des arguments qui les soutiennent, et donc qu'il y ait de la vie dans les échanges dans les laboratoires, qu'il y ait même parfois une certaine brutalité dans l'opposition de telle position à telle autre position, c'est finalement assez normal. La science établit petit à petit une sorte de vérité qu'il faut bien accepter, qui est effectivement consensuelle, parce que c'est la vérité de ceux qui détiennent des arguments et qui peuvent donc faire triompher la raison. Je ne vois pas, malgré effectivement le climat d'incertitude dans lequel nous sommes, que la Covid-19 a fait vaciller les bases de la science ou la façon de procéder dans les instituts, dans les laboratoires de recherche, même s'il y a eu beaucoup de controverses, et en particulier dans le Lancet et dans d'autres lieux de publication. Mais ça serait plutôt la crise à ce moment de la communication scientifique que de la vérité scientifique elle-même. Et là, j'aimerais rebondir une dernière fois par quelque chose d'un peu anecdotique, mais que je trouve peut-être nécessaire quand même de souligner pour nous. Il faut aussi se méfier alors, en gardant du bon sens, de certains discours qui voudraient peut-être jeter le bébé avec l'eau du bain. Méfions-nous effectivement de certains scientifiques qui énoncent des propos qui ne sont peut-être pas, à vrai dire, la science, mais leur opinion du moment. Mais ne nous défions pas de la science, ou alors on risque gros. Si on regarde à côté de chez nous, dans un pays, Madagascar, qui a souvent des problèmes bien plus graves que les nôtres, vous savez, un président a voulu vanter contre la science occidentale la mérite de la science malgache mettant au point le Covid Organics. Alors, l'artémisia est peut-être effectivement une panacée. J'espère ça aux spécialistes des panacées. Mais le Covid Organics, ça fait partie de ces choses dont il faut aussi se méfier, en tant que, à mon avis, ça peut rentrer dans toute une stratégie véritablement de négation de ce que la science peut nous apporter en termes précisément de vérité consensuelle et éclairée. Parce que si on va encore un tout petit peu plus loin, on dépasse Madagascar, on va par exemple en Inde, je vous signale qu'aujourd'hui, il y a des rassemblements organisés par le BJP, le Parti nationaliste hindou, où les gens se réunissent pour boire des verres d'urine de vache, parce que c'est comme ça qu'on va triompher du virus. J'espère qu'on n'en viendra pas là.
on ne se laissera pas gagner par ce genre de pratique. Je dis de manière un peu provocante, mais derrière il y a tout un discours qui peut nous séduire. Les gens qui vont vouloir nous faire prendre du Covid organique ou faire boire des verres d'urine de vache sont aussi les mêmes qui vont dire qu'il ne faut pas simplement combattre le virus, mais il faut faire attention à l'état sanitaire global, à l'hygiène, être bien dans sa tête, méditer en plus pour se porter bien. Ça me fait aussi un peu peur parce que derrière il y a souvent une idéologie qui se cache et je ne suis pas du tout pour ce genre de renoncement à la raison. Donc j'aurais pas dû terminer par ça, mais c'était pour alimenter le débat. Merci à vous. Bon, bonjour à tous. Merci aux amis de l'université de m'avoir invité pour essayer d'exprimer un sentiment ou une opinion ou la science. C'est pas. Alors, si on m'avait dit un jour que tu serais invité à une réflexion philosophique, je serais parti en courant parce que je ne suis pas connu pour être un grand intellectuel, ni un grand scientifique d'ailleurs, peut-être un expert du doute. Donc, je suis docteur Philippe de Chazorn. Je suis médecin généraliste à La Réunion depuis une trentaine d'années. Je suis un ancien expert de la Haute Autorité de Santé, je suis régulateur au Centre 15 et j'ai participé à l'audition au Sénat en 2011 concernant la pandémie H1N1 en 2010, qui est quasiment du copier-coller de ce qu'il n'en aurait pas dû faire. Et je parle au nom du collectif Covid Médecins 914 que nous avons mis en place depuis plusieurs mois, quasiment depuis le début de la crise, en mars 2020. Et nous avons créé aussi au niveau national un petit groupe qui fait partie du CSL, Coordination Santé Libre, avec Violaine Guérin et Martine Bonheur, députées. Ce petit groupe s'appelle le Conseil scientifique indépendant, pour faire le pendant justement de ce fameux conseil scientifique mis en place par l'État. Et j'en profite pour vous dire que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. Alors je suis surpris, mais je suis aussi je suis un peu ému. Parce que peut-être c'était avec ce micro qu'on parle des 4 personnes qui vont servir un peu de fil conducteur de mon topo aujourd'hui, en l'occurrence Aude Emmanuelle Waro, présidente du Cercle philosophique de La Réunion, qui est décédée malheureusement en octobre 2017, et qui parlait à la salle à côté, là, un grand amphi, lors des journées indépendance médicale. Qui parlait des rapports entre les médecins et les patients et la mort, et finalement les médecins et la mort. Qui est le patient tel que la médecine actuelle s'emploie à le recréer, un être souffrant, un être de désir? C'était en 2012. Qui est le médecin? Celui qui applique les progrès de la recherche et s'attache à soigner son malade, ou l'Atlas portant le poids d'exigences démesurées? En somme, la médecine semble adossée à la création d'une nouvelle utopie. Vous pourrez revoir sa vidéo sur le site de Médocéan et vous cliquez sur Hommage. Et le titre de mon topo, j'avais du mal, parce que moi, me mettre un côté de philosophe, je ne sais pas faire. Par contre, discuter et essayer de convaincre les personnes, j'essaie de le faire très mal. Et évidemment, comme tout le monde, on ne passait pas une soirée entre amis en ne parlant pas du Covid, c'est pas possible, je ne vous croirais pas si vous me disiez le contraire. Et puis lors d'un ami, qui est peut-être ici d'ailleurs, nous avons échangé, et puis à un moment, allez, stop, j'ai mon libre arbitre. Alors j'ai été savoir ce que ça veut dire libre arbitre finalement. Et du coup, je me suis dit libre arbitre ou le choix impossible. Et cette remarque sur l'impuissance du patient, l'impuissance du médecin, l'impuissance du philosophe, l'impuissance du militant. Qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre? Alors moi, je le définirais comme ma définition à moi, qui n'est pas Wikipédia ni de celle de philosophe. Finalement, je me dis que le libre arbitre, il ne se fait pas tout seul, il se fait en fonction de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit. Et ce libre arbitre, si on n'a pas de conflit d'intérêt, on pourrait peut-être imaginer qu'on l'est à 100%. Nous avons tous des conflits d'intérêt. Moi, j'ai un conflit d'intérêt, c'est celui avec mes patients. Et puis ça dépend où on met le curseur. Donc ce libre arbitre est inversement proportionnel au curseur où on met le conflit d'intérêt, notamment évidemment avec l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique, il y a tout le business, on voit bien,
au niveau assurantiel, au niveau système informatique. Alors, ce libre arbitre au niveau financier, vous savez, quand on paye les médecins maintenant avec la ROSP, la revenu d'objectif santé publique, pour lesquels 95% des médecins touchent quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année depuis 10 ans, sous réserve qu'ils indiquent quelques indicateurs de santé transmis à la caisse, c'est un conflit d'intérêt. Est-ce que le libre arbitre est déjà touché à ce niveau-là? C'est tout ce qui est aussi la peur, ce libre arbitre de la peur, face à qui? Face à notre hiérarchie, en l'occurrence nous, les lords. Nous avons été convoqués, moi et Dr Bourgeon, le 9 décembre. Dr Bourgeon qui va être reconvoqué, c'est une première, c'est une comment on appelle ça, une nouvelle qu'on a appris hier. Pourquoi? Parce qu'il a promu de renforcer le système immunitaire des patients, notamment personnes âgées, par la vitamine D. Au crime contre l'humanité, c'est l'Académie de médecine qui le dit. Le Conseil national de l'ordre fait la chasse aux sorcières, tous ces mauvais médecins qui veulent renforcer l'immunité des patients pour faire face à cette Covid. Et puis la peur de la Sécu, des autorités sanitaires. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup de médecins qui s'expriment, qui ont perdu leur chefferie. Bon, je ne chiffre pas trop de noms, vous savez à qui je pense. Il y a aussi des médecins dont on entend parler, qui n'auront plus d'interne dans leur service, parce qu'au bidon, sur un CV, ça le fout mal, et puis on n'attendra plus les budgets. Voilà, c'est dans le quotidien. Hein. Alors pourquoi on est convoqué au Conseil de l'Ordre? Parce il paraît qu'on fait obstacle à l'article R4127-13, qui est qu'on ne fait pas état de données confirmant, il faut faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions et ses propos auprès de vous, auprès du public. C'est texto ce qui est marqué. C'est pour ça qu'on est attaqué. C'est parce qu'on pourrait peut-être avoir un avis contraire de ce qu'on nous dit ailleurs. Mais c'est quoi les données confirmées? Je sais pas, la science. Alors tu parlais tout à l'heure que la science est différente d'une opinion du moment. Et bien j'ai regardé sur toupi.org, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je rappelle sur Wikipédia. La démarche scientifique n'utilise pas le verbe croire. La science se contente de proposer des modèles explicatifs provisoires de la réalité. Et elle est prête à les modifier dès qu'une information nouvelle apporte une contradiction. C'est ça la science. Alors, moi j'ai besoin d'un joker là, au secours. Au secours, Bertrand Le Riche. Docteur Bertrand Le Riche, ancien président du conseil départemental de l'ordre, mon ami, lui aussi, trop vite disparu, en mai 2017. Finalement, il y a une triste année, et qui nous avait aussi exprimé son rapport qu'il avait fait au Conseil national de l'ordre des médecins. Docteur Le Riche, il était neurochirurgien à Saint-Pierre. Je peux vous dire que son CV universitaire à Paris et partout où il a exercé ferait rougir, rougir d'humilité tous ces gens qui passent en boucle sur les plateaux. Merci Bertrand, vous m'avez vraiment accompagné, même si c'était médicalement l'inverse, dans une démarche que je reprends aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait dans l'amphithéâtre à côté, là, en 2012? Je suis anarchiste, au point de toujours traverser dans les clous afin de n'avoir pas à discuter avec la maréchaussée. Je ne le chanterai pas, c'est Georges Brassens, texto dans le texte, hein, c'est lui qui a dit ça. Et ensuite, quand il a exprimé ce rapport du CNOM, Conseil national de l'ordre des médecins, parce qu'il en était le rapporteur pendant des années, qu'est-ce qu'il a dit? Cet ordre ringard, entre guillemets, hein, c'est pas moi qui le dis, docteur Le Riche, cet ordre ringard, il faut supprimer. Nous sommes ainsi passés d'un système basé sur le savoir et sa transmission de médecin à médecin, un système qui ne se reconnaît qu'au travers de l'application d'indicateurs et d'établissement des normes. Ces indicateurs élaborés par la loi, la réglementation, les sociétés savantes, les financeurs, les acteurs sociaux, créent un tissu qui maille l'environnement du médecin. Où se trouve donc, dans cet espace, le chemin de la décision et de son indépendance? Le seul facteur, c'est l'ordre national qui disait ça, je ne suis pas sûr qu'ils le disent aujourd'hui. Le seul facteur conditionnant la prise de décision médicale reste le bien, le savoir médical et son application
par le professionnel dans l'intérêt seul de son interlocuteur patient, il devient alors accessoire que cette décision soit prise seule ou en collégialité. C'est fort, hein, c'est fort qu'on parle. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, tu parlais des boire de l'urine en Inde. Moi, je rappelle quand même qu'au début, on diagnostiquait le diabète justement en goûtant l'urine, parce que les urines étaient sacrées. Sucrées, pardon. C'était pas volontaire, néanmoins, ça peut révéler un certain nombre d'applications. Le diabète, moi, quand j'ai commencé médecine, c'était effectivement le siècle dernier, mais c'est quand même pas il y a très très longtemps. Avant, on était diabétique si on était à une glycémie, le taux de sucre dans le sang, 1,40 g. Voilà, j'ai fait tout depuis le début de ma carrière ici, 1,40 g. Puis un jour, on m'a dit non, 1,27 g. Pour aller avec les Américains qui est donc en sont à 7 micromoles. Pourquoi? C'est pour unifier. Oui, mais dans ce cas-là, on va avoir plus de diabétiques. Oui, à La Réunion, on a le plus de diabétiques de France. Et encore plus, parce que évidemment, tous ceux qui sont à 1,27 g, c'est la plus. Et puis maintenant, c'est plus à 1,27 g. La tendance, c'est ce pré-diabète à 1 g. Donc le nombre de diabétiques va augmenter. Et les thérapeutiques aussi. C'est pareil pour la tension. Quand j'ai commencé, c'était 16. Maintenant, c'est 14. Et le diabétique, 12. Enfin, je crois, parce que je suis peut-être trop heureux jour. Et vous avez tous eu des infections urinaires. Ou des prostatites pour les messieurs. Eh bien, une infection urinaire, ça se traite. Ça se traite à partir de quand? Quand on fait une bandelette, quand on fait un test, c'est pas oui, non. Pas comme on vote pour les présidentielles. Plus négatif, non. On va considérer qu'une analyse d'urine est positive et va nécessiter un antibiotique. Il va falloir 100 000 globules blancs par millilitre ou millimètre cube d'urine ou 1 million de germes. C'est-à-dire à 999 000. On ne traite pas, et s'il n'y a pas 1 million de germes, on traite. Et si on ne traite pas. Mais imaginez qu'il y a un décret là, qui passe actuellement à main levée, comme on a vu à l'Assemblée, qui dit bon, finalement, on va considérer qu'on aura une infection urinaire si maintenant c'est 1 demi-million de germes, et puis 50 000. Ok, qu'est-ce qui va se passer? On aura antibiotiques. Les normes, Dr. Lerich, merci de... Et puis, les clusters. On a parlé des clusters. Je ne sais pas ce que c'est qu'un cluster. C'est un mot qui a été inventé, si on le savait en niveau mathématique. Cluster à 3. Imaginez un instant qu'on définisse un cluster à 4, ou 5, ou 10. Et donc on n'aurait plus de pandémie. Magnifique. Le CT, vous savez, c'était le site d'amplification pour faire les tests, dont la Société de microbiologie française, comme j'ai ici l'extrait, indique au-dessus de 26,4, il n'y avait plus de gens contaminants dans vos crachats. 26,4, le CT. Alors c'est un mot anglais. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a bien changé, que Mme Buzyn il est passé juste avant qu'elle sorte de l'INCa, l'Institut National du Cancer, et avant d'être ministre, et pour lesquels elle a dit à l'Assemblée nationale quel est le problème dans le conflit d'intérêt, je ne sais pas pourquoi, c'est pas bien. Ce CT, il est à 40. Il est à 40. Ça veut dire que l'immense majorité des tests ici, à La Réunion, en France, dans le monde entier, n'ont aucune validité. Pas moi qui le dis, c'est l'OMS. L'OMS, il l'a dit. Il l'a dit quand? Il y a un mois, il dit excusez-moi de vous avoir trompé, mais effectivement, on va peut-être revoir ce CT, chose qu'on dit quand même depuis un an. Ce CT, parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de positifs. Oui, mais sauf que toutes les mesures de confinement, de couvre-feu, ne sont basées que sur un élément, c'est le nombre de cas, et non pas le nombre de malades, effectivement, nombre de cas. Vous vous rendez compte si ce CT était à 30, alors on dit entre 33 et 37, les biologistes, sachant que normalement, c'est vraiment en dessous. Mais l'OMS préconise, allez, 35, parce qu'évidemment, ils aussi ont quelques pressions, on ne s'étendra pas là-dessus. Vous imaginez, il n'y aurait plus rien? On pourrait aller à l'école, vous pourriez enlever les masques, vous pourriez enlever aussi, vous, les masques, puisque finalement, on est dans une espèce de tromperie. C'est pas moi qui dis, c'est pas fait, c'est pas François, c'est pas les décodeurs du monde non plus, c'est le site de l'OMS, vous pourrez aller les revoir. Donc voilà, c'est important les normes. Et encore, merci au docteur Lerich, vous nous manquez beaucoup. Vous nous manquez beaucoup. Du coup on est accusé de quoi? De les médecins ou de tous ceux qui s'expriment. Un délit d'opinion. Un délit d'opinion. Alors là, je fais appel à mon deuxième joker.
notre ami, notre ancien ami Sudel Fuma, qui lui aussi a peut-être parlé dans ce micro, c'est pour ça que je le touche bien, que nous avions vu quelques jours avant sa disparition tragique en juillet 2014. Le désir de liberté et d'indépendance demande beaucoup d'exigences au quotidien dans chaque combat. Celle que tu défendais n'était peut-être pas si éloignée de celle que l'on prône dans le monde médical. Il faut des convictions fortement ancrées, de la transparence et une recherche toujours constante de la vérité. Alors cette nuit, je m'ennuyais un peu, je n'en ai pas trop bien, j'ai été sur le site Rando Python, vous savez, le site pour faire des balades. Parce que, évidemment, je ne sais pas si vous le savez, l'amphithéâtre à côté, il s'appelle Élie. Et la révolte de Saint-Leu. Et si vous allez sur Rando Python, vous avez l'itinéraire du chemin, qui est, je ne sais pas qu'il y en avait un, qui était à la mémoire de ces esclaves, du 8 novembre 1811, les esclaves de M. Hidron. Et bien, il y a des choses intéressantes. D'abord, on part du cimetière. On part du cimetière de Saint-Leu, et là, hommage. Hommage à tous ces soignants, à qui on a dit pas de masque dans l'Est, là, et qui sont tombés au combat, parce qu'on est en guerre. Hommage à tous ces patients qui sont tombés par le Covid, parce qu'on leur a dit pas de vitamine D, pas d'ivermectine, pas d'hydroxychloroquine, pas d'azithromycine. Hôpital, pas de SAMU, pas de centre 15. Et puis tous ces patients, ben, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas eu accès au centre. Donc médecin régulateur du 15, je sais ce qui se passe, je sais ce qui s'est passé en mars, avril, mai 2020. Les gens ne pouvaient plus appeler leur médecin, ils mouraient, ou leur diabète les rongeait de l'intérieur, les cancers tardés à diagnostiquer. Ça, c'est la première étape, le cimetière. Et puis on va au Python Calvaire, pour le nom. Et puis bassin Nissouk, et on passe par chemin Katsu. Oui, on est loin des descendants, on est loin des premiers cordées, on n'est plus dans les derniers cordées. Et puis on termine à mairie. Ils sont où nos élus? Ils sont où nos élus aujourd'hui? Nos députés? Ils sont où? Ah, les élections, je crois bientôt. Je vais passer à autre chose. Alors, tu nous disais, Sudel, avec ta casquette de responsable, de titulaire de la chaire de l'UNESCO ici, que un des rôles de la chaire de l'UNESCO, c'était promouvoir le bien-être physique et mental des patients face à la maladie est une des priorités des Nations Unies. Alors ça tombe bien, les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a déploré lundi 23 février que l'épidémie de Covid-19 soit utilisée par certains pays qui n'a pas cité pour faire taire les voix dissonantes et les médias. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. C'est l'ONU, hein? C'est l'ONU. Du coup, on fait quoi là? On fait quoi maintenant? Mettre notre désir de chanter cet après-midi sur le parvis des droits de l'homme, de chanter, de danser, ça marche pas? Si. De chanter, voilà. Et ben moi j'ai plus de joker, hein. Si, on est en guerre. Et en tant que guerre, on peut être objecteur de conscience. Donc, sauf que la loi du 8 juillet 1983 reconnaît l'objection de conscience comme l'une des formes civiles du service national, mais il n'y a plus de service national. Donc il n'y a plus d'objection de conscience. Mais il y a la guerre. On peut revenir objecteur de conscience. Alors ce libre arbitre, messieurs les rectrices, préfets, sous-préfets, chefs d'établissement, enseignants, parents, enfants sachants, savants, restaurateurs, organisateurs de spectacles, journalistes, or, Emmanuel, Bertrand Sudel, nous reste-t-il à ce jour que l'acceptation, la fuite, le sauvetage individuel primatise sur l'intérêt collectif? Nous avons rencontré le 26 février, nous, c'est parce que à force de se révolter un peu, là, on rencontre des gens extraordinaires, notamment des parents. Et il y a des collectifs à La Réunion extraordinaires, notamment le collectif de parents. Parents 974 mobilisation. Et nous avons donc rencontré le sous-préfet de Saint-Pierre le 26 février, le professeur Xavier de Paris, de l'ARS, le nouveau directeur de la veille sanitaire, le 17 mars. Et puis il y a 2 jours, une délégation au rectorat, voilà. Alors, ils ont tous le même discours. Je ne vous exprime pas là mon opinion, mais je suis obligé de faire ce qu'on me dit, de ce qu'on me dit de faire. Monsieur le préfet, cela fait des mois que nous cherchons à vous rencontrer. Prenons le temps, SVP, de nous entendre et écouter nos arguments. Monsieur le préfet,
Quel sens a donc toutes vos mesures prises, confinement, couvre-feu, sont les chiffres d'alerte dont le fondement intellectuel et scientifique est dénué de tout bon sens et dont la raison ne peut être donc que dramatiquement politique, uniquement légitimée par une pluie de décrets divers et variés. S'il vous plaît, ne nous confinez plus et arrêtez de vous fier au nombre de cas basés sur des tests. Maintenant, vous le savez, vous êtes devenus des savants. Des tests qui, avec un CT, des cycles d'amplification, n'ont aucune sensibilité, donc aucune fiabilité. S'il vous plaît, Monsieur le Préfet, laissez respirer nos enfants. Et nous aurons peut-être ici un témoignage de parents, s'il est présent, qui fait froid dans le dos. S'il vous plaît, mettez en place une évaluation des risques physiques et psychologiques à La Réunion et sous 35 degrés, ce que nous avons proposé au rectorat. Mais ils disent, ben non, il faut attendre l'avis du préfet. Monsieur le Préfet, s'il vous plaît, demandez une RTU, une recommandation temporaire d'usage, thérapeutique, pardon, d'usage, non, temporaire d'usage, pour le traitement ambulatoire précoce. Si vous voulez avoir moins de monde à l'hôpital, enfin, on fait ça pour les infections urinaires, on fait ça pour le diabète, on fait ça pour la pneumopathie, on essaie de traiter en ligne, puisqu'on n'arrive pas à emmener à l'hôpital. Ben non, 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 interdit. Sauf que, on a appris à l'ARS il y a quelques jours que maintenant tout projet de recherche par rapport au traitement, par rapport au Covid, parce qu'on lui a proposé un projet de recherche sur l'ivermectine, et évidemment, ça marche dans le monde entier, sauf que c'est interdit en France, notamment dans les pays d'Amérique du Sud. Il y a plein de cours, il y a plein de... Voilà. Eh bien, il faut aller sur le site Reacting. Vous savez ce que c'est le site Reacting? Vous irez, parce que moi je l'ai découvert. Eh bien, on ne peut pas faire une seule recherche actuellement en France. Ça a été mis en place par le gouvernement. Sur la Covid-19, sans passer par l'approbation de ce Reacting. Et on voit qui dans ce Reacting? On voit à peu près les mêmes que dans le conseil scientifique. Et vous savez qui est le président du conseil scientifique? Je ne vous demande pas son nom. Si, je vous demande son nom. C'est pas grave. En tout cas, c'est le même que le président du Conseil national d'éthique. Elle n'est pas belle la vie. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et puis je vais vous proposer, vous savez, on aime bien vous croiser parce qu'on est confinés du temps. Comment vous appelleriez une personne qui affirme ce qu'il sait être faux, ou nie ce qu'il sait être vrai, ou qui tait ce qu'il devrait dire, en 7 lettres? En 7 lettres. Alors j'ai aussi en 6 lettres. Et puis je terminerai par une dame qui a été la première directrice de l'ARS ici, donc fondatrice de l'ARS, et qui, je ne sais pas pourquoi, s'entendait pas mal et a mis, on va dire, un mouton dans la bergerie. Madame Chantal de Saint-Gly. Toujours, tout ça, vous pouvez le retrouver sur les journées de l'indépendance médicale. Vous tapez Médocéan et vous tapez hommage pour les personnes qui nous ont quittés et vous tapez je sais plus quoi. Vous retrouvez ça. Qu'est-ce qu'elle disait? Et puis j'en terminerai par là. Je suis nommé en Conseil des ministres et c'est tout dire sur les liens que j'ai avec un gouvernement, et il est clair que je ne vais pas essayer de dire le contraire car vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Donc c'est sûr que si le ministre de la Santé nous dit qu'il faut vacciner tout le monde pour la grippe H1N1, moi je peux difficilement dire que j'en ai rien à foutre. Elle n'a peut-être pas dit foutre, elle a dit fiche. J'ai d'ailleurs marqué fiche. Dire que j'en ai rien à fiche de la vaccination et on ne fait pas. C'est vrai qu'on est dans une position d'appliquer en région des décisions nationales, pour autant on a le droit et on a le devoir de faire remonter la perception des choses, notamment vis-à-vis d'une région, c'est ce que j'ai dit, les yeux dans les yeux, au professeur de Paris, il y a quelques jours, qui visiblement peut-être partager un certain nombre de points qu'on a abordés ici, et pour lesquels on va peut-être détailler au travers de nos questions. Mais la loi, c'est la loi, c'est pas moi qui décide. Et pas de débat, s'il vous plaît. Merci. Alors, mon point de vue va être simplement un tout petit peu différent parce que je vais me positionner en tant que professeur de philosophie, ce qui est ma fonction professionnelle ici à La Réunion, au lycée Belle-Pierre, en tant que chercheur en philosophie.
suis chercheur en philosophie depuis une vingtaine d'années et je travaille sur les sociétés contemporaines d'un point de vue politique, d'un point de vue éthique, et plus particulièrement sur les questions d'inégalité, de justice et d'injustice. J'ai publié plusieurs ouvrages, j'en ai apporté quelques-uns pour ceux qui voudraient y jeter un œil. J'ai publié plusieurs ouvrages, dont 2 ouvrages relativement récents, un de début 2020 et un le mois dernier, qui portent sur les dimensions conflictuelles et les injustices qui frappent nos sociétés contemporaines. Et le tout dernier, le mois dernier, justement, porte sur la question de la vulnérabilité. Il a été écrit pendant le confinement, coécrit, on est 2 à l'avoir écrit, Alain Renaud, qui est un philosophe assez reconnu, qui a une trentaine d'ouvrages à son actif, et moi. Donc il porte le titre « Vulnérable, une philosophie du risque ». Et donc on a rédigé cet ouvrage à partir de l'expertise qui est la nôtre, c'est-à-dire l'expertise de chercheur depuis une quinzaine d'années pour moi, une quarantaine d'années pour lui. L'expertise de philosophes contemporains des questions politiques et éthiques. Donc on a rédigé cet ouvrage, Vulnérable, une philosophie du risque, sur la pandémie et sur l'analyse qu'un philosophe pouvait en faire, en ressentant justement le besoin dont je vous parlais au début de cette table ronde, le besoin d'apporter un éclairage, peut-être un recul critique, à partir de la philosophie, donc certainement à partir d'une position souvent jugée comme surplombante, mais on a essayé qu'elle le soit le moins possible. Mais éviter le surplomb ne veut pas dire éviter le recul. On a essayé de prendre du recul par rapport à des données et par rapport à un contexte. Et donc je vais évidemment pas pouvoir, si on veut laisser aussi un peu de temps à la discussion, je ne vais pas pouvoir exposer tous les résultats de cet ouvrage, et encore moins les attendus de recherche qui ont été les nôtres depuis une quinzaine d'années, puisque je travaille avec ce philosophe depuis une quinzaine d'années, mais je pourrais y revenir éventuellement dans la discussion ou dans nos échanges après la table ronde. En tout cas, je vais me contenter de présenter deux idées qu'on a essayé de mettre en avant par rapport à la crise que nous avons traversée depuis plus d'1 an maintenant. 2 idées assez simples et 2 thèses également, parce que nous sommes philosophes et que le philosophe se doit, en tout cas pour nous, peut-être à la différence d'autres chercheurs et scientifiques, se doit à la fois d'éclairer mais également de défendre des thèses, c'est-à-dire d'avoir un regard un peu normatif, sans vouloir forcément dire le bien et le mal. En tout cas, il défend certaines conceptions plutôt que d'autres. La première thèse, elle est assez simple. C'est la thèse qui est dans le titre. Je vous ai dit le titre de l'ouvrage qui est ici, Vulnérable, une philosophie du risque. C'est la thèse de la vulnérabilité. Cette thèse de la vulnérabilité, elle nous a semblé intéressante parce que dans la pandémie s'est jouée peut-être une mise en lumière d'une vulnérabilité particulière, relativement imprévisible ou relativement inédite. Pourquoi relativement prévisible ou relativement inédite? Je dis bien relativement, pas totalement, mais relativement imprévisible parce que très vraisemblablement nos sociétés, particulièrement nos sociétés développées, les plus avancées, se pensaient avant cette pandémie à l'abri du risque, ou à l'abri de certains risques, voire à l'abri de tous les risques. Ce qui a impliqué un certain nombre de choses comme, justement, ce qu'en économie on appelle des chaînes de valeur, mais peu importe, ce qui a impliqué, par exemple, qu'on a renoncé à produire par nous-mêmes des masques, ce qui implique qu'on a renoncé à un certain nombre de stocks de médicaments, on a renoncé à se prémunir d'un certain nombre de risques parce qu'on se pensait à l'abri de ces risques. Alors, ça, c'est pas vraiment la thèse, ça, c'est la description, si vous voulez, de l'état de sidération dans lequel on s'est retrouvés tous, je pense, face à l'impréparation
et également au contexte de cette impréparation, c'est-à-dire qu'au moment où c'est arrivé, en gros, peu de solidarité entre les pays, chacun pour soi, chacun ses masques, chacun ses médicaments, et donc il y a eu une forme de déséquilibre, alors, qui nous a un peu touchés, mais qui a touché aussi de façon très violente certains pays qui ont été plus touchés que nous. Là où il y a une thèse qui devient peut-être un peu originale et qui fait que cette vulnérabilité résonne de façon particulière, c'est qu'elle nous est apparue comme une vulnérabilité qui cumule les facteurs. Alors on peut discuter des facteurs sanitaires, de la pertinence ou non, est-ce qu'il s'agit d'une pandémie, est-ce qu'il s'agit d'une grippette, est-ce qu'il s'agit d'autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que, effectivement, la Covid tue peu. Mais qu'en aurait-il été si elle avait tué plus? C'est-à-dire que nous sommes confrontés aujourd'hui à des risques qui cumulent des facteurs, facteurs économiques, facteurs sanitaires, certainement, au minimum, facteurs éthiques, facteurs politiques, en quelque sorte, la vulnérabilité est le résultat de ce cumul de facteurs. Ce que nous appelons dans le livre l'extrémisation de la vulnérabilité. Alors évidemment, dans nos sociétés, on l'expérimente assez peu, parce qu'on est globalement protégé. Mais il n'en va pas de même pour des sociétés qui cumulent des facteurs de fragilité, justement. Fragilité politique, par exemple, des sociétés qui sont dans des vraies dictatures ou des vrais États autoritaires. On dit souvent que nous ne sommes plus dans une démocratie, mais il y a quand même évidemment un fossé entre des sociétés qui sont démocratiques et des sociétés qui ne sont véritablement pas démocratiques, qui n'ont donc pas d'État pour protéger. Donc vulnérabilité politique, vulnérabilité économique, des sociétés qui ne sont pas développées tout simplement, vulnérabilité sanitaire, parce que des sociétés qui n'ont pas de système de santé, ou ce genre de choses. Et évidemment, face à de telles pandémies, comme face à d'autres facteurs de risque, ce que nous apprend la crise que nous traversons, c'est que nous sommes bien où nous sommes, et ça nous le savons déjà, mais peut-être que d'autres sont beaucoup moins bien à l'endroit où ils sont, et qu'il y a un facteur de fragilité extrême qui implique peut-être que nous repensions à la fois des régulations néolibérales, je suis assez d'accord avec ce que disait Didier aussi, qui font que nous fermons les yeux sur l'état de fragilité de certaines sociétés, que nous repensions une certaine forme de solidarité ou d'éthique globale, comme on l'appelle en philosophie politique. On peut faire d'ailleurs un parallèle assez éclairant, à mon sens, de ce point de vue-là, entre la pandémie et la vulnérabilité climatique, puisque la notion de vulnérabilité a été beaucoup pensée par les philosophes, par les politistes, à propos du changement climatique. Et donc on a un certain nombre de sociétés en Afrique, sociétés en Asie, qui sont extrêmement vulnérables climatiquement, et qui, en cas de réalisation de ce risque climatique, se retrouveraient dans des situations dramatiques. Je pense particulièrement au Bangladesh, par exemple, où une augmentation, ne serait-ce que de 1 mètre du niveau des eaux, priverait la moitié de la population, voire les 3/4 de la population de son terrain, de ses terres, et donc tout simplement entraînerait une crise humanitaire sans précédent. Ce type de vulnérabilité est analogue aux vulnérabilités des pandémies, et la pandémie nous a permis de penser cette chose-là, c'est-à-dire le cumul des facteurs de vulnérabilité et les devoirs qui sont certainement les nôtres en tant que société développée, en partie responsables d'ailleurs de la vulnérabilité d'autres sociétés, d'autres peuples, d'autres pays. Donc ça, c'était le premier angle d'analyse, essayer de montrer ce que nous apprend cette redécouverte peut-être de la vulnérabilité, parce que c'est une vulnérabilité qui nous a toujours habité historiquement, mais également ce facteur inédit de vulnérabilité, c'est-à-dire le cumul d'un certain nombre de facteurs de vulnérabilité dans des sociétés qui sont mondialisées. Ça, c'était le premier axe de mon propos, puis dans le livre, on défend aussi une autre thèse, où on produit une autre analyse qui est assez proche de ce qui a été évoqué notamment par Philippe,
et également en partie par Stéphane, c'est la question politique, la question de la décision politique, de la justification de la décision politique. Je ne suis pas forcément en accord avec tout ce qui a été dit, notamment au sujet de l'absence de démocratie, de l'absence totale de débat, mais je rejoins en partie ces analyses, et notamment le fait que, au moins, le politique n'a pas cru bon de justifier ses décisions. Je ne suis pas forcément partisan d'une démocratie participative où on demande tout le temps à tout le monde. Moi, je serais bien incapable, par exemple, de dire ce que je pense de questions budgétaires, de questions sanitaires, voilà, par la compétence. En revanche, je pense qu'on est dans une démocratie représentative où on a un certain nombre de personnes qui sont compétentes, ou censées l'être, mais globalement compétentes, d'experts, de personnes qui travaillent et qui débattent. On a un certain nombre de mécanismes de pouvoir et de contre-pouvoir dans les commissions parlementaires. Ça aussi, ça peut se discuter, mais en tout cas certainement plus que dans d'autres pays. Pensez à ce qui se passe au Brésil, par exemple, ou pensez à ce qui se passe aux Philippines. Peut-être que ça conduira à relativiser un petit peu notre situation de non-démocratie. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que le politique n'a au moins pas justifié les décisions qu'il prenait. On a eu, et là je partage largement le sentiment que les critères de la décision ont varié sans que nous soyons informés de leur variabilité. Et donc, là ça pose un vrai problème. En démocratie, évidemment, dictature pose moins de problèmes, parce que bon, les Chinois, dès qu'ils ont eu des cas, paf, ils ont enfermé les gens et puis ils les ont testés de façon massive. La démocratie, on peut moins faire comme ça. Alors on est obligé de passer par des voies contournées, mais on peut moins faire comme ça. Et donc au plan politique, ça a été un laboratoire, cette expérience de la pandémie, parce que elle nous a non seulement appris que la justification de la décision est très complexe, notamment dans une démocratie, mais elle nous a aussi peut-être appris, au plan politique, que nous avions du mal à nous passer des autres. Pour le dire autrement, je ne crois pas du tout les thèses qui sont peut-être assez naturelles en temps de confinement et de repli sur soi, les thèses souverainistes et nationalistes qui pensent que chaque pays doit s'enfermer sur lui-même. L'Europe a été l'occasion, au moins au plan financier, de montrer que s'il n'y avait pas eu cette solidarité, certainement un certain nombre d'Italiens, d'Espagnols et de Français seraient dans une situation assez catastrophique. Solidarité financière, plan de relance, et que des pays seuls auraient du mal à s'en sortir. Et donc, il y a deux niveaux de réflexion politique qu'on a essayé de développer dans cet ouvrage. Un niveau de justification des décisions de nos représentants et puis un niveau de coordination des décisions politiques qui s'est révélé, et pour le coup, qui nous oblige à repenser en partie, en tout cas, la souveraineté, aussi bien politique qu'économique, dans le cas de ces crises pandémiques. Voilà. Donc le deuxième axe d'analyse porte sur ça, et je vous avoue être très inquiet par le rebond populiste qu'a en grande partie permis la pandémie, avec cette idée que l'on pourrait, d'ailleurs au sein du territoire national ou même au-delà, fermer les frontières de nos départements, de nos régions, ou fermer les frontières de notre pays, en considérant que l'autre, celui qui est de l'autre côté de la frontière, ou celui qui est dans le département rouge, alors que nous, on n'est pas en rouge, il aurait à rester à la porte de la frontière, c'est-à-dire il aurait qu'à crever de l'autre côté. Cette espèce de devoir d'humanité qui me semble indissociable de notre compréhension des démocraties me paraît totalement en péril à la faveur de ce contexte social et politique de la pandémie. Voilà, il y a plein d'autres thèses dans l'ouvrage. En tout cas, il y a une construction démonstrative que je n'ai pas pu reconstruire ici. Mais voilà les deux thèses qui me semblaient mériter un peu d'attention au regard de cette élaboration. Je vous remercie.